Il est 16h passé de 34 minutes. Nous allons retrouver tout de suite notre invité de la journée, Grégoire Tonat, qui est avec nous pour la sortie de son petit quiz sur Marie-Antoinette. Bonjour Grégoire. Bonjour Jo. Bien. Alors donc, tu es l'auteur de Petit Quiz sur Marie-Antoinette qui est sorti très très récemment, me semble-t-il. Oui, il vient de sortir en fait cette semaine en librairie. Oui. Tu m'entends bien? Oui, très bon. bien. Très bien. Alors donc, c'est pas la première fois que tu écris, que tu sors des petits quiz. Donc celui-ci porte sur Marie-Antoinette. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pour les auditeurs pourquoi ce mariage avec Louis XVI quelles sont les raisons parce que donc ça c'est une des questions effectivement qu'on va trouver dans le petit livre. Je peux peut-être réexpliquer l'idée de cette collection. En fait, ce sont des petits livres d'histoire sous forme de questions-réponses, d'où le nom Petit Quiz, oui. Qui sont destinés à un public très large. Hein. C'est un peu comme Tintin, c'est 7 à 77 ans. L'idée, c'est de redonner de manière ludique des éléments clés sur un sujet historique. Donc là, en l'occurrence, c'est Marie-Antoinette. Et la question que tu me posais, c'était de savoir quelles étaient les raisons, c'est une des questions du livre, quelles étaient les raisons, les vraies raisons du mariage entre le futur Louis XVI et Marie-Antoinette. Ce sont, comme c'est souvent le cas à l'époque dans les différents royaumes d'Europe, ce sont des raisons d'ordre diplomatique. C'est pour rapprocher le royaume de France et l'Empire d'Autriche qui se sont fait la guerre pendant de nombreuses années avant ce mariage. Voilà. Donc c'est pour sceller une espèce de réconciliation. Et voilà. Donc c'est un mariage diplomatique. C'est un mariage. Pas moins qu'au fil du temps, il y a entre les deux époux une véritable affection qui n'est pas feinte. Voilà, et si j'ai pas mal lu évidemment sur le sujet, au moment où ils sont emprisonnés avec leurs enfants, et il y a un certain nombre de courriers, etc., on s'aperçoit qu'elle est évidemment touchée, attentive et qu'elle aime son mari. Voilà. Exactement. Ouais. Alors comment est-elle perçue Marie-Antoinette finalement en France? C'est une Autrichienne qui arrive comme ça en France. Comment elle est perçue par, on va dire, la population de l'époque, l'opinion publique? Au début, effectivement, elle est autrichienne et les Autrichiens sont des anciens ennemis en fait, du Royaume de France. Ouais. Son arrivée est plutôt... D'abord, ça donne lieu à un certain nombre de réjouissances. Il y a autour du mariage, il y a un certain nombre de fêtes importantes. Et elle est plutôt bien accueillie. Après, l'image progressivement va se dégrader pour différentes raisons. Oui. Mais quand elle arrive en France, elle est toute jeune. Hein, il faut savoir qu'elle a 14 ans. Oui. Et le futur Louis XVI n'en a que 16. Mais ce qui, à l'époque, est tout à fait normal, c'est dans les habitudes de l'époque. Évidemment, les gens vivent meurent plus jeunes. Donc, ils ont une vie qui est plus courte. Donc, ils se marient aussi plus tôt. Donc voilà. Et donc, l'image est plutôt globalement positive dans l'opinion publique de l'époque, au début de son mariage et au début du règne d'ailleurs du roi. Voilà, tout simplement, oui. Donc elle bénéficie, on va dire, oui, c'est ça, comme tu viens de le dire, d'une image positive au tout début. Ça se dégradera après, bien sûr. Progressivement. Ouais. Progressivement. Alors évidemment, ils sont à Versailles. Marie-Antoinette, à un moment donné, dans sa vie de cour, au château de Versailles, a pour habitude de se réfugier dans son domaine du Petit Trianon. Qu'est-ce qu'elle veut échapper à la vie de cour? Qu'est-ce qui se passe? Alors, donc on connaît Marie-Antoinette, ce qu'on peut connaître de Marie-Antoinette, évidemment c'est un des lieux où elle a vécu, qui est sur le domaine du château de Versailles, qui s'appelle le domaine du Petit Trianon, qui est à côté du domaine du Grand Trianon, que le roi Louis XVI lui a donné. C'est la première fois d'ailleurs qu'une reine de France est propriétaire d'un domaine. Oui. À l'époque, une reine de France, elle a en fait pas d'autre fonction que de donner des descendants, et son pouvoir est limité, elle n'est propriétaire de rien. Là, à l'inverse, c'est une des raisons aussi qui fera que l'image va se dégrader, le roi lui offre ce domaine, ce qui lui permet de s'échapper un petit peu de la vie de la cour. Oui. Il faut resituer aussi, expliquer ça, c'est que Marie-Antoinette, elle a grandi à la cour d'Autriche, de manière assez libre, elle avait une vie facile, légère, etc., et elle était très libre. Quand elle arrive à la cour de France, il y a ce qu'on appelle l'étiquette qui régit en fait la vie quotidienne du roi, et cette étiquette pour elle est perçue comme très pesante. Et le fait de pouvoir quitter la cour, le château de Versailles, d'aller se réfugier un peu plus loin, donc un peu au bout du parc, dans ce domaine du Trianon qui est sa propriété, ça lui permet d'échapper à ça et de vivre plus simplement et plus comme elle a envie d'être. C'est une femme, je ne vais pas dire légère, c'est pas le terme, enfin, elle n'a pas une vie intellectuelle intense,
elle vit de manière assez simple. Évidemment, c'est une reine, mais voilà. Donc, ce domaine du Trianon, qui a été construit sous Louis XV, en fait, pas pour elle, mais voilà. Donc, elle habite fréquemment là-bas et ça lui permet d'avoir une vie plus tranquille. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut dire à un moment donné de son existence, de sa vie en tant que reine de France, est-ce qu'elle a eu une influence politique quelconque? Alors, on lui a prêté ça, c'est aussi une des raisons qui fait que son image se dégrade. Évidemment, sa mère, l'impératrice d'Autriche, qui est une femme assez forte et avec du pouvoir, cherche à utiliser un peu sa fille pour... évidemment, pour satisfaire un petit peu ses désirs politiques, etc. Mais elle n'a aucune capacité intellectuelle pour mener ce genre de choses. Elle le sait bien, et en fait, elle essaiera de faire un certain nombre de choses de manière très maladroite, ce qui fait que tout ça va finalement s'accumuler et se retourner contre elle. Mais non, elle n'a pas d'influence politique. Une reine, encore une fois, une reine de France, n'a aucun statut autre que en fait, même quand le roi est sacré à Reims, elle, c'est une simple spectatrice. Voilà. Elle n'est pas sacrée. La reine de France n'est pas sacrée. Voilà. D'accord. Enfin, pas elle. Voilà. Donc elle n'a pas vraiment d'influence politique. Voilà. Par période dans sa vie, il y a un certain nombre de choses auxquelles elle a pu participer, notamment au moment de la Révolution, notamment de la fuite de Varennes, quand le roi et la reine et leur famille essaient de s'échapper des Tuileries, qui a été une erreur évidemment qui a décrédibilisé le roi. Donc, mais voilà. Sinon, elle n'a pas vraiment d'influence politique. Voilà, c'est ça. Oui. Ses fonctions principales sont de donner des héritiers au trône de France, pourrait-on dire. Exactement. Ouais, voilà. Ils ont eu 4 enfants. 4 enfants. On peut le dire, il y a eu 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Sur ces 4 enfants, une seule, Marie-Thérèse, qui est la fille aînée, survivra à la Révolution. Tous les autres, il y en a une qui va mourir très jeune, à l'âge d'1 an. Un premier dauphin qui va mourir dans des conditions assez dramatiques et qui meurt en 1789, il a 7 ou 8 ans. Il meurt au moment de la convocation des États généraux, tout début des prémices de la Révolution. Donc vous imaginez un peu l'état d'esprit du couple qui perd un enfant de 8 ans à cette époque-là. Donc bien sûr. Louis XVI n'était pas dans des conditions psychologiques optimales pour défendre son royaume. Voilà. Et puis donc il y a eu le deuxième dauphin qui lui meurt en 1795 dans la prison du Temple. Voilà. Ouais, exactement. Celui qui aurait dû être Louis XVII. Voilà, qui de fait devient Louis XVII à la mort de son roi, de son père, et qui évidemment qui ne règne pas et qui meurt à l'âge de 10 ans en prison, dans des conditions sordides. Oui. Alors, la duchesse d'Angoulême, seule la duchesse d'Angoulême survit, donc la fille de Louis XVI. Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, oui. Alors justement, tu parlais de Varennes. Pour les auditeurs de Radio Vallée de la Lézarde, peux-tu nous expliquer en gros ce qui s'est passé? Voilà, ils ont fui, ils arrivent à Varennes, ils sont arrêtés là-bas. Ça s'articule comment tout ça? En fait, c'est une tentative parce qu'évidemment la Révolution, la situation politique se tend. Et au bout d'un moment, la pression est très importante sur le couple royal, et ils commettent l'erreur de vouloir s'échapper et de retrouver à l'est de la France des troupes qui sont fidèles au roi, sauf que ils font ça de manière un peu, je peux pas dire non professionnelle, mais enfin en amateur. Et ils sont reconnus et finalement arrêtés, mais l'escapade durera que quelques heures. Ils seront ramenés à Paris, et là, évidemment, ça va être le commencement de la fin pour eux, parce que la famille royale et le roi est totalement décrédibilisé, et en fait, ça sera le début de la fin pour la monarchie. Voilà. Exactement. Ils seront après ramenés à Paris, et ils seront là emprisonnés. Ils étaient maintenus au palais des Tuileries avec une certaine liberté, mais après, là, ils sont réellement emprisonnés. Voilà. Alors, donc Varennes, c'est Varennes en Argonne, c'est dans le département de la Meuse. Ils cherchaient à rallier des troupes royalistes qui étaient effectivement à la frontière franco-allemande, je ne sais plus exactement, je ne vais pas dire de bêtises là-dessus. D'accord. Mais voilà. Ok. Alors, Louis XVI est exécuté le 21 janvier 1793. Marie-Antoinette, ça se passe assez mal pour elle finalement. Qu'est-ce qu'elle devient à ce moment-là? En fait, une fois que le roi a été guillotiné, elle après, progressivement, elle est séparée de ses enfants. Donc, vous imaginez aussi que c'est compliqué. Et puis, il y a un procès qui est mené notamment par quelqu'un qui est resté dans l'histoire,
Le procureur qui est Fouquier-Tinville, qui est l'accusateur public en fait, et qui accusera la reine pour demander sa condamnation à mort sur 2 motifs qui sont trahison au profit d'une puissance ennemie. Donc et le deuxième c'est inceste sur la personne de son fils. Il faut savoir qu'au moment où ces énoncés sont prononcés, cette accusation d'inceste, même parmi parce que la salle n'est remplie que de révolutionnaires, même parmi cette salle, les gens sont horrifiés et scandalisés par des propos pareils, parce qu'évidemment ça n'a aucun sens. Et voilà, et donc elle aura une fin extrêmement courageuse, où elle fera l'objet d'un certain nombre de brimades, de menaces, et puis elle est finalement elle aussi guillotinée. Voilà, elle monte sur l'échafaud la même année que son défunt mari. Quelques mois après. Mois après. Où est-ce qu'on peut voir la tombe de Marie-Antoinette? Alors en fait, elle a d'abord été enterrée provisoirement au cimetière, dans un cimetière parisien qui est aujourd'hui une espèce qui est devenu, où il y a un monument qui s'appelle la chapelle expiatoire, où les corps ont été enterrés là, le roi et la reine. Et puis après, sous le règne de Louis XVIII, donc après l'Empire, Louis XVIII, qui est un des frères de Louis XVI, fait exhumer les corps pour les installer à Saint-Denis, qui est évidemment le lieu de résidence de tous les rois de France, où sont enterrés tous les rois de France. Voilà. Exactement. Alors cette femme a eu un destin complètement tragique, on peut dire ça. Elle décède à 38 ans, est exécutée à 38 ans, elle est encore une jeune femme. Donc voilà, on peut dire effectivement que c'est un destin plus que tragique. Grégoire, tu es aussi l'auteur d'autres petits quiz. Pourrais-tu nous dire lesquels, s'il te plaît? Et si on peut encore les trouver? Le premier qu'on a sorti, ça date maintenant d'il y a 4 ans. On en a fait un qui s'appelle donc le petit quiz de la Grande Guerre, qui en 100 questions-réponses évoquait l'histoire de la Grande Guerre, puisqu'on démarrait les commémorations liées au centenaire. Voilà. Et puis on en a fait d'autres sur d'autres sujets assez larges. Puisque j'ai travaillé pour le musée de la Marine, on a fait un sur l'histoire de la Marine française. J'en ai fait un autre en Normandie pour la ville de Rouen, et en fait pour l'historial Jeanne d'Arc de Rouen, qui est un site que je vous invite, un musée que je vous invite à visiter, qui est vraiment super, qui a ouvert il y a 3 ans maintenant, 3-4 ans, qui est en plein centre-ville de Rouen. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai travaillé pour la Fédération de tennis en ancien sur Roland-Garros, puisque c'est d'actualité, on est encore en plein tournoi. Exactement. Et je suis en train d'oublier ce que j'ai fait. Non, j'ai travaillé j'en ai fait aussi 2 là, ces derniers mois. J'en ai fait un sur l'histoire de la police française. Et, donc 300 ans d'histoire en 80 questions-réponses. Donc pareil, c'est cette approche très ludique. Et on en a sorti un, le cinquantenaire de mai 68 oblige. On en a fait un sur l'histoire du CRS, qui peut paraître un peu incongru comme ça, mais qui est aussi intéressant, et dont l'histoire est souvent mal connue, méconnue, et les CRS ne sont pas que des gens qui font du maintien de l'ordre, loin de là, puisqu'ils ont inventé beaucoup de choses. C'était l'idée dans ce petit quiz de redire aussi que c'était les inventeurs du sauvetage en montagne, la première école de sauvetage en montagne qui est les CRS, qui l'a créée par les gendarmes, que les maîtres nageurs sauveteurs que vous voyez le long des plages de France, ce sont des CRS, qui sauvent chaque année beaucoup de personnes. Voilà, donc voilà, ça, et puis j'ai travaillé déjà pour le château de Versailles, puisque Marie-Antoinette est le 2e ouvrage que je fais pour le château de Versailles. On en a fait un en 2015 sur l'histoire du château de Versailles en 100 questions-réponses racontées. En l'occurrence, le sujet était plus large, puisque ça va de Louis XIV à Louis XVI. Et après, puisque après ça devient très vite un musée sous Louis-Philippe. Et voilà, pareil, donc je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai rien oublié. Non, absolument pas. Où est-ce qu'on peut les trouver, tes petits quiz, Grégoire? Un peu partout, je suppose, bien sûr. Alors dans toutes les bonnes librairies, ça c'est la formule ad hoc. Versailles et Marie-Antoinette, et en plus en librairie, évidemment, si vous avez la chance d'aller visiter le château, le Trianon, le petit Trianon, etc. Évidemment, ils sont en vente au château. Et puis les musées pour lesquels je travaille, à Rouen sur Jeanne d'Arc, au musée de l'historial de Rouen, au musée de la Marine, et sur les 5 sites qu'on trouve en France. Et celui sur la Grande Guerre, à peu près dans tous les sites et lieux de mémoire liés à la Grande Guerre, donc plutôt dans le nord et l'est de la France, dans les musées qui se rapportent à l'histoire de la Grande Guerre. Voilà. C'est un petit format, le petit quiz, très très pratique à emmener un peu partout. On peut aller dans le bus, dans le métro, dans le train.
Et ils c'est sont la taille d'un gros smartphone. Voilà, c'est ça. C'est ça. 12 par 8 cm. Voilà. Et ils sont très très abordables puisqu'ils sont au prix de 6,90. Voilà. Donc c'est vraiment. Et ils sont abordables. Évidemment, le prix c'est important, mais ils sont abordables aussi pour vraiment tout public. Nous, on le voit parce que maintenant la collection existe depuis 4 ans. On a beaucoup de retours de lecteurs. Oui. On a des enfants de 10 ans, des classes de CM2 qui ont eu ça justement pour parler de l'histoire de la Grande Guerre ou des adultes parce que vous apprenez aussi plein de choses et bien sûr. Moi le premier puisque quand je travaille sur ces livres je découvre énormément de choses donc c'est mon travail et c'est ce que j'aime aussi, c'est de repartager des choses et de redonner des repères, des éléments clés sous une forme assez ludique pour essayer d'intéresser les gens quoi. Donc, voilà. Et c'est réussi, je confirme. Merci. C'est aux éditions Pierre de Taillac qu'on peut retrouver donc tous ces petits quiz, y compris celui de Marie-Antoinette qui vient de sortir. Pardon, on peut les trouver aussi sur Internet, évidemment. Bien sûr. Je fais pas trop la promo là-dessus, mais bon, tout le monde n'a pas forcément une librairie à côté de chez soi, un Cultura ou une Fnac. Et évidemment, ils sont disponibles sur les sites de vente en ligne de livres. Je vais pas les citer, vous les connaissez. Donc voilà. Grégoire Tonnat, merci d'avoir été avec nous sur les 103.10 de Radio Vallée de la Lézarde. Et on se retrouvera une prochaine fois, j'espère bien. Peut-être pour le prochain à paraître à la rentrée. Avec plaisir. Très bien, merci. Merci. Merci Grégoire, merci. Au revoir. Au revoir.